S'enrichir avec les ETF. C'est le deuxième épisode de MySequoia. Investisseur, j'espère que tu vas bien et j'espère que cet épisode va te plaire. Oui, parce que le concept de MySequoia, si tu nous rejoins actuellement, est assez simple. Interviewer un grand nombre de personnalités investisseurs qui va te permettre d'apprendre à investir ou de comprendre comment placer son argent, comment générer des revenus passifs, comment créer un patrimoine titanesque dans le temps. J'ai invité Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir. Il va donc nous présenter comment s'enrichir, comment investir sur les ETF. Je tiens à le remercier encore une fois de m'avoir accordé son temps. Juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à laisser dès à présent de gros pouces bleus et à t'abonner directement sur la chaîne de Sequoia. Je te laisse et à tout de suite pour l'interview. Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, tu sais Mathieu, j'ai failli dire, il a 50 000 abonnés sur YouTube, mais il est passé à 58 000 en l'espace de combien de temps? Tu as pris 8 000 abonnés? Je ne sais pas en combien de temps, mais ça va super vite parce que la dernière fois que j'ai travaillé mon interview, tu étais aux alentours de 53, 52, tu es monté super vite et on voit que ça marche super bien, quoi. Ouais, non, je suis En tout étonné cas, chaque jour, en vrai. c'est ça. C'est Bon, on voit que la chaîne de Mathieu intéresse beaucoup de monde et c'est vrai que ta chaîne YouTube a profité d'un sacré élan et tu as su démocratiser l'investissement, que ce soit en ETF ou que ce soit à la bourse. Et tu fais partie de ces personnes, en tout cas, qui m'ont inspiré, moi, à mes débuts. Et donc là, nous zoomons donc sur Mathieu, donc de la chaîne S'Investir, conseiller financier également. Alors tout ça, je te laisserai te présenter également, Mathieu, pour savoir un peu ton passé, qu'est-ce qui t'a amené à devenir conseiller financier et à investir, parce qu'il faut savoir aussi que Mathieu a une stratégie qui est spécifique, qui reste sur les ETF. C'est-à-dire que donc un ETF, c'est un actif financier qui va nous expliquer qu'est-ce qu'un ETF, qui permet de démarrer très simplement en bourse. Donc pour ceux qui sont débutants et qui débutent, vous allez voir que la stratégie de Mathieu est assez simple à mettre en œuvre. Et on va creuser justement dans cet épisode-là comment est-ce qu'on peut investir simplement dans les ETF. Mathieu, raconte-nous un petit peu ton petit bout de personne, qui tu es, ton passé, comment est-ce que tu en es à arriver à créer S'Investir. yes. Bah déjà, merci beaucoup, Sony. Et donc moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué une éducation financière. Donc ça, c'est assez rare, en fait, Ah, je me rends c'est compte. rare. Donc j'ai En été effet. très chanceux sur ce point-là. Donc moi, j'ai des parents qui ont un petit peu investi en bourse, un petit peu investi en immobilier, mais qui m'ont toujours inculqué ben voilà, c'est important, il faut y réfléchir. Donc, j'avais un compte titre quand j'étais mineur, une assurance vie, etc. Donc, il se trouve que mes parents, ils sont pas mauvais en immobilier. En bourse, donc sur mon compte titre, c'était pas exceptionnel. Et donc moi, quand j'ai repris vraiment mes investissements, je me suis dit bon, il faut quand même faire mieux que ça. Et donc c'est là où je suis parti un peu à la quête de la meilleure stratégie en bourse, etc. Donc Et donc tu as j'ai voulu fait pas battre mal. tes parents. Tu as voulu battre tes parents. Non, mais voilà, ils étaient bien sur l'immobilier. Franchement, Ouais. ils ont fait des trucs super. En bourse, ils sont pas plus intéressés que ça. Et moi, je me suis dit, il y a vraiment une opportunité à saisir. Et du coup, au début, bon, je fais des erreurs, je pense, comme tout le monde. Donc, au début, j'avais des fonds d'investissement avec des frais élevés. C'était pas du tout ça. Ensuite, j'ai fait du stock picking. J'ai fait des actions à dividendes. J'ai fait des choses comme ça. Et puis après, je suis arrivé sur les ETF et j'ai compris en fait la puissance de l'investissement en ETF. Tu as présenté ça un peu comme un investissement intéressant pour les débutants. Effectivement, c'est le cas. Moi, je vois aussi ça comme un investissement intéressant pour tout type de profil, en fait, Mm. même au plus avancé, on en reparlera. Mais parce que les ETF, derrière, il y a vraiment Mm. des, enfin, des études, des choses qui montrent que c'est peut-être la meilleure stratégie pour un investisseur en bourse aujourd'hui, pour un particulier, pour investir en bourse, quoi. Donc moi, je suis tombé dans ça, un peu comme ça, du coup. Et donc j'ai eu cette chance d'avoir des parents comme ça qui m'ont inculqué ça. Et cette chance de vouloir un peu faire mieux sur ça. Et donc après, je suis tombé dedans et vraiment, je suis devenu passionné. Donc
après, j'ai créé S'investir, je suis devenu conseiller en investissement financier, exactement. Et voilà, aujourd'hui, ça marche bien. Ce que je partage, ça marche super bien. Donc c'est trop cool. Donc tu es tombé dans la marmite des ETF, assez vite, si je puis dire et c'est ce qui t'a fait devenir aussi conseiller parce que je crois que j'avais vu aussi sur ton Instagram, tu es devenu conseiller financier il y a pas si longtemps que ça? Non, il n'y a pas Si? si longtemps. Il y Ouais, a pas si longtemps. tu as fait une formation, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Faut faire une formation professionnelle. Mmh. Faut passer l'accréditation, la certification AMF. AMF, ouais. Faut rejoindre après. Il y a un entretien, etc. Une association pro et s'inscrire à l'ORIAS et voilà. Mmh. Oh bah, Et super. puis après, juste bon, pour terminer, du Ouais. coup, je suis conseiller en investissement financier. Donc j'ai créé S'investir. Je fais aussi de l'accompagnement. On fait aussi, j'ai monté avec un associé un cabinet de gestion spécialisé en SCPI Mmh. et voilà. Donc plutôt Donc c'est assez complet divers et et c'est pour ça ouais. que j'arrive plus à tenir une vidéo par semaine parce que j'ai Ah plein ouais, de choses à côté aussi, quoi. oui. Ouais, c'est vrai que là, du coup, tu as combiné aussi à la fois diversification en termes de placement, mais aussi diversification en termes de société, en termes de réseaux sociaux. Parce qu'en plus, tu es également sur Instagram, sur YouTube, Ouais. je sais pas si sur d'autres réseaux, non? LinkedIn, Non, LinkedIn, un peu de blog aussi, un peu d'articles, on écrit des articles aussi, hein. ouais. Tu es Voilà. sur un peu TikTok ou pas du tout? Je sais pas, de toute façon, je mettrai les différents liens, de ton compte Instagram, de ton TikTok. Non, TikTok, on met un peu les réels qu'on crée sur Ouais, Insta, c'est mais ça. pour l'instant, Mmh. c'est pas quelque chose qu'on exploite pas du tout. D'accord. OK, très bien. Donc nous allons revenir Je sur, dis on d'ailleurs parce qu'on ouais, est plusieurs, hein. Sur S'investir, il y a oui, maintenant, il y a un monteur vidéo, enfin une monteuse vidéo, ouais. il y a quelqu'un qui s'occupe aussi de m'aider sur la création Instagram, etc., quoi. Mmh. Oui, j'avoue que sur Instagram, c'est toi qui fais les posts? Ils sont vraiment très, très bons? Non, du coup, non. Du Du coup, coup, non, c'est pas non, toi? c'est moi, je D'accord. valide, etc., je vois, Ouais, mais non, c'est délégué, tout ça. c'est délégué. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très bien fait. En tout cas, si Ah, vous sinon, hésitez j'aurais pas le temps. n'hésitez pas ouais, c'est vrai que c'est long en plus. C'est vrai que les posts, moi, ça me prend un temps fou, c'est moi qui les fais et qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Mais bon, la qualité, on compte pas. Alors on va revenir justement parce que peut-être que pour certains, c'est vrai que comme tu as dit, tu vois, les ETF, ça peut pour les débutants, c'est très, très simple, c'est assez simple à mettre en place, mais on peut avoir des ETF qui sont un peu plus complexes. On va voir notamment en termes de politique de distribution, même en termes de thématiques, d'ETF, il y en a des centaines et des milliers de thématiques qu'on peut mettre dans un portefeuille. Mais pour certains, tu vois, un ETF, peut-être qu'ils savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, très simplement ce qu'est un ETF pour les plus débutants, d'entre nous qui souhaitent investir, sur ce produit financier? Ouais, ETF, bah, déjà, c'est pas facile à expliquer. En plus, ETF, quand quelqu'un connaît pas, bon, ça parle pas du tout. Ouais. ETF, c'est pour Exchange Traded Fund, donc voilà, ça parle encore moins. Mais on pourrait le traduire par un fonds qui est coté en bourse. Donc Mmh. c'est un fonds, c'est-à-dire que un fonds, c'est on va donner de l'argent et derrière cet argent, c'est un gestionnaire qui va répartir notre argent sur des actions. Et bon, ça peut être des obligations, etc., hein, mais on va rester sur des ETF actions. Donc, c'est un fonds et coté en bourse, ça veut dire que tu l'achètes très simplement comme une action. Donc, tu te connectes Mmh. sur ton courtier, et tu appuies sur acheter, tu appuies sur vendre, c'est coté, Mmh. c'est presque instantané. Et les ETF, ils sont surtout connus pour leur côté indiciel. Donc, il y a certains ETF qui sont indiciels, Mmh. donc c'est-à-dire les ETF CAC 40, ETF S&P 500, ETF MSCI World par exemple. C'est des ETF qui vont suivre des indices, donc ils vont avoir la performance de l'indice, dividende réinvesti. Donc on connaît en France l'indice le plus connu, c'est le CAC 40, 40 entreprises des plus grosses capitalisations françaises. Avec un ETF CAC 40, si je mets 10 euros dessus, mes 10 euros, ils vont être répartis dans les 40 entreprises, donc c'est 40 entreprises du CAC 40. Et ça me permet d'avoir la performance du CAC 40, dividende réinvesti. Mmh. Et voilà, on peut faire la même chose donc sur le S&P 500, l'indice américain, sur le MSCI World. Mmh. On peut investir sur des pays émergents, MSCI Emerging Mmh. Markets, sur la Chine, sur voilà, plein de choses. Donc ça, c'est les ETF indiciels. Et après, il y a d'autres types d'ETF. Aujourd'hui, il y a plus de 9000 ETF, donc Mmh. c'est tout un monde après.
Tout un monde, ça c'est vrai. Alors même pour, tu vois, pour la plupart des gens qui nous écoutent, pour ceux qui savent pas, donc un CAC 40, SP500, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, comme l'a dit Mathieu, c'est un indice. Et moi j'aime bien faire la métaphore, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est une sorte de panier d'actions. En gros, on achète un ETF, on achète une sorte de panier, c'est un lot d'entreprises, en gros, qu'on achète instantanément au lieu de passer par exemple, le CAC 40, au lieu d'acheter individuellement, faire du stock picking qu'on a sur les 40 entreprises du CAC 40. On achète un lot. Voilà, exactement. Mhm. Donc, CAC 40, on se dit, acheter 40 entreprises, c'est peut-être faisable. Si on est sur le MSCI World, MSCI World, Mhm. c'est 1600 entreprises sur 23 pays développés, donc États-Unis, les pays européens, le Japon, etc. Et là, acheter 1600 boîtes dans son portefeuille, très compliqué. En Mhm. plus de ça, l'ETF, il a une fonction auto-nettoyante qui va enlever les entreprises qui sont en bas du classement pour les remplacer par des entreprises qui sont en train de monter. Et ça, faire ça à la main, c'est impossible. Mhm. Et la puissance aussi des ETF indiciels, c'est que les frais sont très faibles. Donc, Oui. on a quelque chose qui est quand même assez optimisé pour un investisseur particulier. Et c'est C'est vrai, on fiscalement parle. avantageux. Bon, il y a plein d'avantages, Mhm. hein, mais Mhm. grossièrement, c'est ça. Ouais. Oui, en termes de frais, c'est vrai que sur les ETF, on a une toute petite partie. Bon, c'est vrai que par rapport, si on passe par un banque traditionnelle ou autre chose qui vont nous prendre des ETF, c'est vrai qu'ils vont rajouter en plus des frais par rapport à ça. Mais c'est vrai que si on se débrouille par rapport à notre propre portefeuille, les ETF, c'est combien de frais environ? Alors, je sais que c'est la TFE qu'on appelle ça alors si je me trompe pas, c'est total de frais sur encours, c'est bien Sur un ça? cours, ouais. Et combien s'élèvent à peu près les frais, par exemple, pour un particulier? Combien est-ce qu'il paye par an? Ah, il va payer autour de 0,2 à 0,3% Mmh. par an de frais. Après, donc ça, c'est vraiment les frais qui sont annoncés. En soi, Mmh. le TFDR, il peut faire des optimisations fiscales, des optimisations au niveau de la Mmh. gestion qui peuvent un petit peu gommer ces frais. On peut trouver des ETF aujourd'hui qui gomment leurs frais, en fait. Donc, Mmh. certes sur le papier, il y a 0,2%. Dans la réalité, la performance de l'ETF, on peut l'analyser et voir qu'en fait, les frais sont assez gommés, quoi. Aujourd'hui, il y a Mmh. même des ETF américains, il y a 0% de frais. Peut-être qu'un jour, on verra ça en Europe, mais un Européen, il va payer 0,2, 0,3. Parce que je sais que, ouais, sur un ETF, par exemple, du style, le Lixor PEA S&P 500, je sais qu'en termes de frais, il est assez faible. Je crois que 0,15. c'est 0,15, c'est vraiment top. Pour avoir des performances, alors en plus, si on prend la performance, la moyenne, si je me rappelle bien, sur une moyenne sur 100 ans, je crois que ça a fait gagner le S&P 500 8% par an. C'est bien ça environ au particulier sur une statistique de 100 ans. Arrête-moi si je me trompe. 8,5, 8,5. 8,5 en plus. Donc voilà, en termes de Ouais. performance, voici ce que peut vous donner en tout cas sur l'ETF donc du S&P 500. Bon, bien sûr, après les performances passées ne préjugeant rien des performances futures, mais sur, en tout cas historiquement parlant, on a une belle, on a de très belles statistiques, on a de très belles performances sur le S&P 500. Alors ensuite, tu parlais aussi, alors as sauté un petit peu quelques étapes, Mathieu, mais c'est bien, comme ça on va y aller, on n'est pas dans l'ordre. Tu as parlé, tu sais, d'optimisation fiscale, mais aussi je pense que tu vas nous renseigner aussi par rapport à, il y a deux, moi je vois deux formes d'ETF. Il y en a souvent qui me posent la question. Vous avez le capitalisant et vous avez le distribuant. En fin de compte, chacun a son lot d'avantages et a son lot d'inconvénients. Et fiscalement, toi, Mathieu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces deux ETF, capitalisant et distribuant? Expliquer ce que c'est Ouais. pour ceux qui nous écoutent. Yes, alors du coup, ça, c'est au niveau des dividendes. Est-ce que Mmh. l'ETF, est-ce que vous préférez qu'il les réinvestisse pour vous? Et du coup, ce qui va faire augmenter la part de l'ETF et donc votre plus-value latente. Donc ça, c'est les ETF capitalisants. Ou est-ce que vous voulez qu'il vous distribue les dividendes? Et donc ça, c'est les ETF distribuants. Si on veut optimiser fiscalement, déjà, bon, ça c'est autre chose, mais il y a des ETF sur PEA, donc ça c'est autre chose, Mmh. mais ça peut être très intéressant. Si on est sur compte titre, si on veut optimiser fiscalement et que on est en phase Ouais. de capitalisation, c'est-à-dire on n'est pas en train de consommer le portefeuille et en train de se Mmh. verser des rentes. Donc pour tous les gens qui commencent à investir, vous êtes dans cette phase-là. C'est bien plus avantageux de choisir des ETF capitalisants qui vont du coup réinvestir pour vous les dividendes
et qui ne vont pas vous les distribuer. Et comme ça, donc ils vont vous les distribuer, mais sous forme de plus-value sur votre portefeuille, mais pas sous forme de cash distribué sur votre compte espèce, le compte espèce donc du compte titre. Et parce que si ils vous les distribuaient, vous serez taxé dessus à 30%. Et donc c'est quand même un peu bête de payer 30% d'impôts sur des dividendes pour ensuite les réinvestir vous-même. Donc, autant que la société de gestion le fasse pour vous. Et comme ça capitalise et ça permet de profiter d'autant plus des intérêts composés au lieu de se faire arrêter par l'impôt de 30% sur chaque dividende versé, quoi. Et est-ce que tu sais comment ça se passe sur le capitalisant à l'intérieur d'un ETF capitalisant? En gros, c'est le fonds qui réceptionne les dividendes des différentes entreprises et qui réinvestit lui-même. Il est réinvesti dans quoi? Dans les actions à l'intérieur de l'ETF ou dans le fonds lui-même de l'ETF? Est-ce que tu vois la différence? Ouais, il est réinvesti dans le fonds lui-même. Dans le Il est fonds lui-même. réinvesti dans le fonds. Ouais. D'accord, ok. Ça marche, ouais, parce que du coup, je voyais pas. Je pensais, tu sais, qu'ils réinvestissaient plus en fonction du pourcentage d'allocation, tu sais, par rapport. Parce que dans un ETF, il faut savoir que voilà, vous avez plusieurs entreprises à l'intérieur de cet ETF. Par exemple, on prend le S&P 500. Je sais qu'il y a une forte pondération dans le S&P 500 avec Apple. Apple, je crois qu'il est pondéré à 8% à l'intérieur du S&P 500. Je pensais, tu vois, qu'en réception 4. d'individus. 4%. Je me trompe alors. Ouais, 4-5, je Ouais. pense. 4-5, ok. Et par rapport à ça, je pensais qu'il réinvestissait dans une entreprise spécifique, etc., pour pondérer en fonction. Non, c'est le fonds lui-même. Ouais, non, c'est dans le fonds, mais du coup, le fonds, ensuite, il va réinvestir dans les entreprises. Donc, D'accord, ok. ouais. 7% Apple, ok, ouais. Donc, tu étais plus 7%. proche de moi. Ouais, 7%. Ah, j'ai souvenir. Ah, bien joué, J'ai bien joué. bien. J'ai peut-être Parce que confondu je avec le sais. Word. Ouais, parce que c'est vrai que le Word et tout ça, c'est vrai que c'est deux ETF. Bon, aussi, on va revenir dessus. Pour ce qui est du ETF World SP500, bon, ça on verra un peu plus tard. Donc revenons sinon sur le distribuant et sur le capitalisant. Donc toi, par exemple, pour quelqu'un qui nous écoute là actuellement, qui a 18 ans, qui souhaite s'intéresser à la bourse, qu'est-ce que tu pourrais lui préconiser? Un plutôt capitalisant ou distribuant? Ah, du coup, quelqu'un qui débute, Hmm, fiscalement, c'est plus optimisé le capitalisant. Quelqu'un qui débute. hmm, Et comme je disais, donc ça va permettre de mieux profiter de la puissance des intérêts composés. Et hmm, ça c'est capital. Quelqu'un qui débute en bourse, la chose à laquelle il faut qu'il fasse le plus attention, c'est bien chérir ses intérêts composés. Et du ouais. coup, il faut surtout pas se faire casser à droite à gauche par des frais, Hmm. par des impôts, par des choses comme ça. Est-ce que Donc tu peux. ETF, tu minimises les Ouais. frais et tu optimises aussi fiscalement. Donc ça, c'est super avantageux. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, tu sais, sur l'effet des intérêts composés? Parce que sûrement, il y a certaines personnes qui savent pas forcément ce que c'est et quelle Ouais, véritable puissance peut se cacher derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est les intérêts composés, ce que ouais, sont ouais, les intérêts ouais, ouais. composés? La puissance des intérêts composés, c'est tu investis 5 euros par jour. Ça fait Mhm. 150 euros par mois. À 10% par an pendant 42 ans. 42 ans, c'est la durée de travail avant d'atteindre la retraite en France. Tu finis avec une retraite à 1 million d'euros. Et la puissance des intérêts composés, c'est que la majorité des gens, quand ils entendent ça, ils sont choqués. Ils disent oula, mais il y a une erreur dans le calcul. Je vous invite à faire le calcul vous-même. Vous trouvez des Mhm. calculatrices des intérêts composés sur Internet. Mhm. Et, euh, et en fait, les intérêts composés, c'est quoi? C'est tu gagnes de l'argent, tu laisses courir tes gains, c'est-à-dire que tu n'y touches pas, tu les vends pas, non, tu les laisses Mhm. investis. Tout ce qui sort, c'est-à-dire si tu touches des dividendes ou des choses comme ça, tu essayes de les réinvestir. Donc voilà, tu fais un maximum travailler ton argent. Et donc, les intérêts que tu vas gagner vont générer des intérêts à leur tour. Donc, c'est effet boule de neige. C'est ça, les intérêts Mhm. composés. Et au lieu d'avoir un patrimoine qui grossit de manière linéaire, et ce qu'on comprend facilement au début, on se dit, ah ben oui, ça grossit tout droit comme ça. Ben, au lieu d'avoir ça, ça grossit de manière exponentielle. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, il faut voir le genre de courbe que ça fait si ça vous parle pas l'exponentielle. Mais c'est ça qui fait des résultats incroyables sur le long terme grâce à la bourse, quoi. Comme disait Einstein, c'est la huitième merveille du monde. Ceux qui comprennent pas les intérêts composés, ceux qui comprennent pas les intérêts composés le payent.
et ceux qui les comprennent, je sais plus la fin, Les gagnes, en les profitent, quelque gagnent chose comme ça. davantage, en profitent. C'est vrai que c'est exponentiel. C'est vrai que quand on prend une Voilà. calculatrice, alors vous pouvez faire le test, hein, vous prenez une calculatrice, vous tapez calculatrice intérêt composé, c'est vrai que l'effet se démultiplie dès lors qu'on rajoute 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc dès lors qu'on investit le plus tôt possible, c'est vrai que c'est là qu'on peut faire croître et capitaliser énormément d'argent et faire croître. Et c'est pour ça que donc, je pense que tu nous as répondu Mathieu, mais le capitalisant, pour moi, je pense à un ETF capitalisant, dès que tu débutes, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'en plus, voilà, comme l'a très bien souligné Mathieu, c'est on va recevoir des dividendes, mais ces dividendes-là, vous les gérez pas en fin de compte. C'est le fonds qui les réinjecte automatiquement, donc qui fait grossir à votre place, vous avez rien à gérer. Et donc en fin de compte, Ouais, votre ETF va prendre de plus en plus de poids, de taille, et le Sequoia ne fera que grandir, hein. Et sinon, exactement. alors, et pour quelqu'un plutôt un peu plus âgé, autour de 50, 60 ans, qui arrive à la retraite, du coup, là on est plus sur du distribuant. Pas forcément. Pas Pas forcément, parce forcément. que le truc avec le distribuant, c'est qu'en gros, il va vous verser une rente, enfin, il va vous verser des dividendes Mmh. qui, c'est pas vous qui choisissez le montant. C'est Mmh. fixé par le nombre enfin, le montant des dividendes qui est versé. Alors que si vous avez besoin de moins ou de plus, bah, vous pouvez pas vraiment ajuster. Donc, une bonne chose aussi, quand on est en termes de rente, c'est d'avoir aussi des ETF capitalisants et de vendre un pourcentage donc de ce qu'on a vraiment besoin. Donc les dividendes, ils continuent d'être réinvestis dans l'ETF, etc. Et nous, on vend juste un petit pourcentage de ce qu'on a besoin. Alors là, il y a beaucoup de gens, ils vont se dire ah ouais, mais comme je suis en train de vendre, je suis en train de perdre des parts, c'est pas bien, il vaut mieux un ETF distribuant, etc. Ben non, en fait, parce que en fait, un investisseur qui a, je sais pas moi, qui a 100 actions à 1 euro, il n'est pas mieux loti qu'un investisseur qui a 10 actions à 10 euros. Donc, le nombre en fait de parts ou le nombre d'actions que vous avez, c'est pas important. Ce qui compte, c'est le prix, enfin le capital que vous avez. Ça, Mmh. c'est ce qui compte. Donc, que vous touchiez 2% parce que c'est versé en dividende ou que vous touchiez 2% parce que vous avez vendu, c'est la même Mmh. chose. Donc, autant vendre et optimiser de manière à ce que vous retiriez vraiment ce que vous avez besoin, pas plus. Comme ça, vous ne payez pas trop d'impôts. Mmh. Euh, avec des ETF capitalisants, c'est plus optimisé qu'avec D'accord. avec des dividendes. En plus de ça, et là, c'est là où est le gros game changer, je dirais, enfin, la grosse différence, c'est que quand vous allez vendre une partie de vos ETF Mmh. capitalisants, vous n'allez pas payer 30% sur ce que vous vendez. Vous allez payer 30% sur les gains que vous retirez. Donc, je m'explique. Si tu Mmh. as investi 50 000 euros dans des ETF capitalisants et que tu as généré 50 000 euros de gains, le jour où tu retires, comme tu as 50% de gains, 50% de montant que tu as investi, les impôts, ils vont dire non, ce que tu as investi, on ne prend pas d'impôt dessus. On prend juste des impôts sur les gains. Donc, si tu retires 2000 euros, par exemple, tu vas payer des impôts que sur les 1000 euros, que sur 1000 euros, que sur 50% de 2000 euros. Et donc, tu vas payer 30% de 1000 euros. Donc, tu vas payer 300 euros D'accord. d'impôts. Alors que si c'était des rentes en dividendes, en ETF distribuant, eh bien là, imaginons qu'il vous donne 2000 euros aussi. Ben là, l'État, il dit, ah ben c'est des dividendes, donc je taxe 30% sur les 2000. Et là, vous payez 600 Mmh. euros d'impôt. Et donc là, c'est la grosse différence. Et c'est là que on voit bien que se verser une rente par des ventes, c'est bien plus optimisé que se verser une rente par des dividendes. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment des ETF capitalisants, en fait, peu importe votre situation aujourd'hui. D'accord, mais après, en soi, Mathieu, imaginons qu'on tombe à la pire des périodes, que ce soit là en ce moment, on le sait très bien, on a une période de forte récession avec des contextes, un contexte macroéconomique qui est pas terrible. Là, on le voit que certains retraités, du coup, s'ils piochent maintenant dans leur capital, on est d'accord, Ouais. du coup, ils vont moins piocher parce que du coup, leur patrimoine va en pâtir un peu. Du coup, est-ce que du coup, se créer des rentes décorrélées justement du marché avec les dividendes, est-ce que c'est pas mieux ou tu vois ce que je veux dire? Au lieu de piocher à chaque fois dans un patrimoine qui a descendu à cause du contexte. Ben, en fait, si tu touches des dividendes, mais qui sont réinvestis dans l'ETF,
Après, libre à toi de les retoucher en le vendant, tu vois. Donc, si pour Mhm. toi, tu veux des dividendes, tu penses que c'est décorrélé du marché, etc., il vaut mieux que tu les vendes. Il vaut mieux que tu aies un ETF capitalisant qui capitalise, etc., qui les réinvestisse, que toi, tu les vendes, que tu les touches, au final, c'est dividendes. Au moins, tu seras imposé que sur les gains, comme je viens de le dire juste Mhm. avant, plutôt que toucher directement les dividendes où tu vas être imposé à 30% en direct plein fer, quoi. Donc, D'accord, ok. Ouais, donc non, très bien. même en période de récession, en fait, il vaut mieux des capitalisants. Ouais. Mhm. Et donc, du coup, le retraité, pour vivre de ça, il prend toujours un pourcentage. Par exemple, je ne sais pas s'il a besoin de 25 000 € à l'année pour vivre confortablement. Il retire un petit pourcentage du coup de ce qu'il a accumulé auparavant. C'est ça, en gros, sur son Voilà. ETF. D'accord. Donc, en gros, il peut se Exactement. vers. Et Hmm. s'il veut suivre en fait le taux de distribution des dividendes, il peut tout à fait. Et même, Hmm. c'est d'ailleurs bien plus avantageux en récession. J'y pense aussi à ça. En Mhm. fait, si en récession, au lieu de retirer, vous avez la possibilité, parce qu'à côté vous avez d'autres revenus, par exemple une retraite ou quelque chose, de ne pas toucher à votre portefeuille et de laisser les dividendes être réinvestis et Hmm. de ne pas toucher, c'est une bonne pratique. C'est une bonne Hmm. pratique en fait quand tu es, en phase de rente en bourse, c'est une bonne pratique d'être flexible au niveau des rentes, de pas trop toucher quand ça baisse, de toucher quand ça monte plutôt, quoi. Mhm. Tout à Donc fait. Déjà, ouais. justement, le fait de pouvoir maîtriser à 100% ses rentes avec des ETF capitalisants, ça fait que tu peux être flexible et du coup tu peux optimiser tes rentes comme ça et tu peux optimiser Hmm. surtout ton portefeuille en fait Mhm. et tes gains et ta performance, etc., quoi. Alors en parlant, justement d'optimisation fiscale, et de choix et cetera, alors je sais qu'on a différents types de comptes, tu vois? Selon les profils d'investisseurs. On a le PEA et puis on a le compte titre. Selon toi, pourquoi est-ce qu'un investisseur devrait investir plus sur un PEA, tandis que l'autre devrait plus investir sur un CTO? Investisseur, j'espère que cet épisode te plaît. Une courte pause juste pour te demander de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner sur la chaîne de Sequoia. Si tu veux commenter, si tu as certaines questions, pense à les mettre dans la section commentaires et je te répondrai avec bienveillance. Allez, à tout de suite. Tu peux investir sur un PEA. Ben, en fait, le PEA, le souci, c'est que tu n'as pas tous les titres qui sont éligibles. Hmm. Donc, si tu veux investir dans certaines actions, par exemple des actions américaines, tu vas être obligé d'aller chercher le compte titre. Si tu veux investir dans certains ETF spéciaux qui font, voilà, qui sont pas éligibles au PEA, ben, tu es obligé d'aller sur compte Ouais. titre. Après, tu as aussi l'assurance vie, tu as aussi le PER qui peut être intéressant. T'as des choses comme ça aussi qui sont faisables. Là, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Il n'y a pas vraiment Mhm. de réponse absolue à ça. Donc, la personne qui est bien imposée, qui veut défiscaliser, peut-être que le PER, ça va être plus intéressant. La personne qui veut optimiser, déjà penser à sa transmission, peut-être que c'est l'assurance Mhm. vie. La personne, ou même le compte titre, des fois, en donation, ça peut être intéressant. Bref, le PEA pour les jeunes, ou même, même pas jeunes en vrai. Donc, c'est vraiment à étudier en fonction des objectifs, de la situation, Mhm. de ce dans quoi on a envie d'investir, etc. Parce que ouais, c'est vrai que le PEA peut être intéressant aussi, même, tu vois, pour se créer, comme tu dis, tu vois, pour un retraité, et cetera. Bon, après, Ah je ouais, sais ouais. qu'il y a un tu peux déplacer le plafond, enfin, tu sais, mais sur les plus-values, et cetera, engendrées dans le PEA, mais en termes de Mm. versement, c'est bloqué à 150 000. Mais en vrai, sur un PEA, une fois passé 5 ans, le retraité sera peut-être plus avantagé à retirer son argent plutôt du PEA, que du compte titre. Ouais. Ouais. Non, non, clairement. PEA, ouais, du coup, c'est 150 000 euros de plafond de versement. Donc, grâce aux Exactement, c'est intérêts ça. vous pouvez exploser ce plafond, il n'y a aucun souci. Mmh. Et j'espère que vous le ferez. Je vous le souhaite. On vous Et souhaite tous ça. ouais, je vous le souhaite tous. Mais et sinon, ouais, l'avantage fiscal, c'est qu'on est imposé à 17,2%, c'est les prélèvements sociaux au bout de Mmh. 5 ans. Il suffit de détenir au moins pendant 5 ans le PEA et de ne pas y toucher pendant 5 ans. Et après, au bout de 5 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous retirez, c'est 17,2% au lieu de 30% sur le compte titre. Mmh. Et donc, ouais, ça peut être vraiment avantageux, effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est super intéressant aussi le PEA. Donc à la fois pour commencer ce que j'appelle le «compte à rebours» entre guillemets des 5 ans. Mais bon, si on a vraiment une vision très long terme de 10, 15, 20 ans, les 5 ans, on les sentira à peine passer.
Mais c'est vrai que du coup, voilà, être imposé quand on commence à se créer une rentrée d'argent avec les ETF, justement retirer avec un PEA, je peux trouver ça plus avantageux que sur un compte titre ordinaire. Mais par contre, là où je te rejoins, Mathieu, c'est sur le choix. Alors après, sur PEA, on a énormément de choix parce qu'il est possible, Mathieu, d'investir côté Amérique, mais Mm. sur un PEA. Avec des ETF, ouais, tout à fait. Ouais. Hmm. Parce que je sais Donc, je qu'il y a des pas. Ouais. ETF synthétiques et Mm. physiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça assez brièvement pour ceux qui ne comprennent pas? Parce que c'est vrai Yes. que les gens pourraient se dire, mais sur PEA, c'est réservé plutôt aux actions européennes, françaises. Comment ça se fait alors que sur un PEA, on puisse investir aux États-Unis? Ouais, c'est exactement ce que tu as dit. Le PEA, tu as l'avantage fiscal. La Hmm. contrepartie, c'est que tu es obligé d'investir dans des actions européennes. Et Hmm. en fait, on en parlait aussi au début. Enfin, t'en parlais au début, par exemple, le Lixor PEA S&P 500. S&P Hmm. 500, c'est actions américaines. On se dit, mais comment c'est possible Ouais. dans un PEA? Et en fait, donc, t'as trois moyens de réplication pour un ETF. Enfin, t'as trois moyens pour répliquer un indice, du coup. La réplication physique. Donc, physique, c'est très facile à comprendre. L'ETF, il va investir dans les 500 entreprises du S&P 500 et il va répartir 7% sur Apple, 5% sur Microsoft, etc., etc. Il va vraiment investir dessus. Donc, ça se comprend très simplement. Ensuite, tu as l'ETF synthétique. Et donc, l'ETF synthétique, ce qu'il va faire, au lieu d'investir sur le S&P 500, ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir sur le CAC 40. Donc là, il manque quelque chose. Hein. Et donc, Explique-nous là, il y a un problème. ouais. Non, il va investir pas sur le CAC 40, il va investir sur des actions européennes, en fait. Ce qui va le rendre éligible au PEA. Et en fait, en investissant sur des actions européennes, il va aller voir une contrepartie. Il va lui dire, écoute, j'ai un portefeuille d'actions européennes. Je sais que ces actions, elles t'intéressent. Moi, c'est les actions américaines qui m'intéressent. Viens en échange de performance. On fait un swap financier, ça s'appelle. Donc, c'est un produit financier assez commun dans le monde de la finance. Pour les particuliers, Hmm. pas du tout. Pour les professionnels, ça l'est. Et on fait un swap de performance tous les jours. Tous les jours, on échange nos performances. Et moi, je te donne la performance de mon portefeuille d'actions européennes et toi, tu me donnes la performance du S&P. Comme ça, moi, mon ETF, il est éligible au PEA et il réplique bien le S&P. Et toi, tu as la performance de ton portefeuille d'actions européennes que tu voulais. Alors, donc là, les gens ils vont se dire, OK, mais il y a des risques de contrepartie, c'est Hmm. bizarre ce montage financier, etc. Effectivement, il y a des risques en plus. Maintenant, on a la chance en Europe, franchement, on a la chance d'avoir une autorité des marchés qui fait vraiment tout pour limiter ces risques. Aujourd'hui, si on va voir des ETF synthétiques et qu'on regarde un petit peu leur niveau de risque, Lixor, par exemple, tu vas analyser leur niveau de risque. Ils sont à 0%. Des fois, le risque est même négatif. C'est-à-dire que c'est même pas eux qui prennent le risque de la contrepartie. C'est en face Hmm. qui a le risque. Et en fait, déjà, ils diversifient en contrepartie. Donc, ils ont plusieurs contreparties. Ils échangent avec plusieurs personnes. En plus de ça, ils ont bien quand même des actions européennes en portefeuille. Donc, à tout moment, s'il y a une contrepartie qui s'arrête, ils se retrouvent avec quand même leur action européenne qui ne vaut pas Hmm. zéro. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire, ils échangent tous les jours la performance. Donc c'est pas au bout d'un an, ouais, Ouais, il y a dans un un an problème. on échangera. Donc Tu- donc si ça tombe le 1er Ouais. juin, la contrepartie nous lâche, on est vraiment dans la cata. Là c'est pas ça, c'est on aura Hmm. un différentiel au pire de performance à la journée près. Hmm. Donc voilà, c'est quand même très 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 surveillé tout ça. Pour l'instant, il n'y a eu aucun souci sur les ETF PEA. Et, euh, et voilà. Donc c'est complexe, hein, mais il faut se renseigner, évidemment. Je ne dis pas que c'est simple. Hmm. Mais voilà, après, c'est quand même une superbe opportunité de pouvoir investir dans des actions américaines via un PEA. Donc voilà, il est tout à fait possible pour ceux qui se disent PEA, on ne peut pas investir sur des actions, enfin sur des actions américaines. On peut à travers des ETF, c'est tout à fait possible. Mais par contre, ce ne sont pas des entreprises physiques. Enfin, physique, c'est pas physique physique. En gros, C'est pas celui qui direct, ouais. achète, voilà, c'est pas direct. Celui qui achète l'ETF, il n'est pas propriétaire. Ah ouais, tiens, c'est ça aussi que je voulais te demander, Mathieu, parce qu'il y en a certains qui me demandent. Est-ce que nous sommes propriétaires des actions lorsqu'on achète un ETF ou c'est le fonds qui les possède, tu vois, à notre place? Parce que Yes. c'est vrai Ouais, qu'il y en a qui ouais. font Non, quand tu achètes un ETF, tu es directement actionnaire du fonds. Ouais.
Tu es actionnaire du fonds et le fonds possède les actions. Donc, in fine, tu les possèdes. Mais après, tu les possèdes pas directement dans le sens où tu peux pas assister à l'assemblée générale d'une action, des choses comme ça. Ça, c'est la société de gestion qui a ce pouvoir-là. Mais toi, tu es vraiment actionnaire du fonds, par contre. Hein, c'est pas, tu es vraiment propriétaire du fonds. C'est pas un contrat dérivé ou je sais pas quoi. C'est un vrai truc. D'accord, ok. Non, très bien. Et donc, du coup, j'aimerais revenir aussi sur justement quels sont les critères, toi, par exemple, lorsque tu veux sélectionner un ETF, sur quoi est-ce que tu regardes? Parce que je sais que quand on analyse une action, voilà, on analyse plutôt voilà, les fondamentaux, que ce soit les bénéfices, le chiffre d'affaires, les marges, etc. Et sur un ETF, quels sont, si tu pouvais résumer, allez, 3 à 5 points, 5 critères en gros, très simple à mettre en œuvre pour sélectionner un ETF. Toi, tu te bases sur quoi quand tu regardes un ETF? Je pense déjà, on a parlé de 2 critères qui sont les plus importants, c'est-à-dire l'indice qui est répliqué. Donc, ça n'a rien à voir entre investir sur un indice, enfin sur un ETF CAC 40 et un ETF Emerging Markets. Donc, l'indice, ça c'est pour choisir son ETF, déjà on choisit l'indice. Après, la fiscalité. Donc, est-ce qu'on va plutôt le chercher sur PEA, sur compte titre ou dans son assurance vie? Et quels ETF sont éligibles à mon assurance vie ou à mon PER, etc. Ouais. Ensuite, je dirais le tracking record, c'est-à-dire est-ce que la réplication a été bonne historiquement. Je mettrai un quatrième aussi, c'est la société de gestion. Donc, quand on parle d'Amundi, quand on parle de Lyxor, de iShares, de Xtrackers, des gens comme ça, on sait que c'est des sociétés qui sont solides et qui ont fait leurs preuves et qui montrent qu'il y a des très bons ETF chez eux. Si demain tu me sors un ETF d'un nom random que je connais pas, je vais dire oula, attention, c'est nouveau, ça existe depuis quand, c'est qui? Voilà, donc c'est ça, surtout ça à regarder. Je pense que c'est les principaux critères à regarder déjà. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bah, si je pouvais en rajouter 2 autres, moi je sais que j'aime bien Vas-y. regarder, c'est comme tu dis, tu vois le tracking record, savoir parce qu'on peut même voir des fois sur les ETF, vous allez voir parce qu'un ETF essaie de suivre la performance, enfin il suit la performance d'un indice et on peut voir que des fois il y a même des écarts. C'est-à-dire qu'entre l'ETF et le vrai indice suivi, il peut y avoir des écarts et donc moi j'essaie de minimiser ce qu'on appelle le tracking error. Tu en as même qui sont positifs, c'est-à-dire que tu as même des ETF qui arrivent à battre l'indice. Je sais pas si tu as déjà vu ça toi Mathieu? Bon, je pense que oui. Ouais, c'est exactement ça quand je parlais d'ETF qui gomment leurs frais. En fait, c'est ça. Ouais, c'est parce que derrière, ils arrivent à gommer leurs frais, à faire même mieux que l'indice. Et du coup, tu te retrouves avec un ETF qui est sans frais, même qui te fait même un petit peu gagner d'argent vis-à-vis de l'indice, quoi. C'est vrai que c'est extra, donc ça c'est vraiment top. Donc je sais que je regarde, comme tu dis, donc le tracking error, voir s'il y a eu beaucoup d'erreurs ou pas du tout. Je regarde surtout aussi au niveau de la confiance. Tu vois, tu parlais d'Amundi et de Lyxor. Je sais que j'aime bien regarder au niveau du total d'encours sous gestion. Ouais. Toi, c'est combien que tu. Alors, quand on parle de total d'encours sous gestion, c'est le nombre d'actifs que le fonds possède, c'est-à-dire le nombre d'investisseurs qui ont déposé de l'argent sur cet ETF-là. Toi, combien environ tu trouves qu'un ETF plutôt Ouais, positif? ouais. Le chiffre de référence à avoir, c'est 100 millions. C'est-à-dire que au-dessus de 100 millions d'encours, on peut se dire que cet ETF, il est viable. C'est-à-dire que la société de gestion n'aura aucun souci. A priori, elle va jamais le fermer. En dessous, voilà, ça peut poser un problème de fermeture d'ETF, qui n'est pas un énorme problème. Certains ont peur parfois de voir l'ETF fermé et du coup, est-ce qu'on va tout perdre? Non, on perd pas tout. On est remboursé en fait le jour de la liquidation. Si tu avais investi 200 euros, si le jour de la liquidation ton ETF il vaut 300, ben, tu es remboursé à 300 euros, quoi. Si le jour de la liquidation ton ETF il vaut 150, tu es remboursé à 150. Hein. Ah, ça c'est Ça peut aller intéressant. ça peut aller dans les deux sens. Et tu retrouves ça sur ton compte. Ouais, tu retrouves ça sur ton compte et après libre à toi du coup de trouver un autre ETF pour continuer tes investissements. Donc c'est un peu chiant, mais en soi tu perds pas d'argent directement. Tu vas payer peut-être des impôts par contre, hein, si ça te liquide et que tu es sur ton titre. Tu vas payer peut-être des frais aussi pour réinvestir ton ETF. Donc voilà, si on a le choix entre 2 ETF qui ont vraiment les mêmes paramètres, etc., s'il y en a un qui a moins de 100 millions d'encours et l'autre plus de 100 millions, on va plutôt opter pour celui à plus d'encours. Ouais.
Ouais, parce que j'imagine que même si l'ETF se fait liquider, même si tu es en perte, imaginons, je sais pas, à moins qu'on soit à moins 10, on se prend quand même les moins 10 quand il se fait liquider? Ah ouais, ouais, ouais. Le jour de Ouais, la donc liquidation, mmh, tu es remboursé le jour de la liquidation au cours voilà, actuel de l'ETF. au cours actuel. Mais Donc après, voilà. si Mmh. tu es réactif, le jour même, tu peux réinvestir cet argent directement dans un autre ETF qui suit le même indice. Et si après l'indice, il refait plus 10 ou plus Mmh. 20, tu repars à la hausse avec, hein. Mmh. Donc voilà, donc si vous voulez pas de problème, en fait, bah, vous prenez un ETF qui a beaucoup d'encours. Je sais qu'il y a des ETF, c'est monstrueux, ils ont plus de 3 milliards sous encours. Si on regarde un peu, du côté Ouais, de BlackRock, avec iShares, ça peut monter, super haut. ouais, ouais. Mais ouais, comme quoi les ETF, ça prend une sacrée part, justement dans le portefeuille de certains investisseurs. Et justement, j'aimerais revenir avec toi, Mathieu, sur une chose, tu sais, là, on est en période contexte macro qui est pas terrible, récession de prévue, et cetera. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton portefeuille pour tenter, tu sais, d'amortir tout ça, toute cette phase d'inflation, toute cette phase de Mmh. de macro, dégueulasse, comment je puis dire? Avec, une hausse des taux d'intérêt. Tout ça fait que, bah, on peut prendre cher parfois, tu sais, dans notre portefeuille, on peut se retrouver avec des moins-values. Et donc, qu'est-ce que tu as, toi, construit dans ton portefeuille? Alors, on va rester sur des ETF, pas uniquement, obligations, et cetera, on va passer. Mais si tu avais uniquement des ETF, comment est-ce que tu te Ah. protégerais et comment est-ce que tu te diversifierais? Ouais, je crois que du coup, là, je t'ai mis un piège. Parce que Ah, du tu coup, m'as on mis va un piège parce que non, parce que vas-y, je j'allais te t'en prie. répondre, Mmh. du coup, je te réponds pas ce que j'allais te répondre. Si, si, vas-y, vas-y, vas-y. On Non, va du pas coup, ouais, s'éloigner. Ouais. En j'allais fait, te c'était su répondre. oui. Ouais, mais je vais te répondre aux 2 questions, du coup. J'allais te Mmh. répondre, premièrement, du coup, que, j'ai plus que des ETF actions dans mon Mmh. portefeuille, dans mon patrimoine financier, disons. Voilà, ça va bien au-delà, on a des ETF, obligations, on a de la Mmh. crypto, on a des matières premières, on a, des SCPI. Enfin, je dis «on», c'est «j'ai», hein, mais je parle aussi, parce que bon, j'ai une formation, du coup, il y a les membres de la formation qui ont un peu tout ça aussi, du coup. Mais du coup, ouais, SCPI, crowdfunding, voilà, il y a plein de choses et des actifs qui sont assez décorrélés les uns des autres, ce qui fait que, certes, les actions se cassent la figure, mais il y a le reste qui peut très bien tenir quoi. Mais alors, vraiment, si on a un ETF action, si on Mmh. a un portefeuille action, qu'est-ce qu'on fait pour se couvrir? Alors là, les actions, c'est difficile de se couvrir puisque si le marché baisse, ça veut dire que la moyenne des investisseurs ont perdu de Mmh. l'argent, peu importe qui t'es aujourd'hui. Tu verras toujours des gens sur Twitter dire qu'ils ont surperformé le marché. C'est aussi un biais du survivant parce qu'on n'entendra pas dire ceux qui ont sous-performé, Mmh. évidemment. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à faire à part tenir son plan, c'est-à-dire continuer à faire Mmh. des investissements réguliers, très très importants, surtout quand ça baisse. Beaucoup de gens qui se disent ah ça baisse, Mmh. je vais attendre parce que je pense que ça va baisser encore plus. Eh ouais, mais Mmh. non, c'est peut-être le moment de continuer d'investir justement et d'investir quand ça baisse. C'est une opportunité en fait. Il y a ça, il y a pourquoi pas des rééquilibrages à un moment donné. Si ça a trop baissé, Mmh. vendre un petit peu. Donc par exemple des obligations ou du fonds euro ou des choses qu'on avait un peu plus en mode moins risqué pour acheter des actions et mettre un peu plus de cartouches, on va dire, quand ça a bien baissé les actions. Est-ce qu'il y a des sortes de, tu sais, d'ETF un peu, thématiques qui permettent, tu sais, de contrer un peu cette inflation? Parce que moi, je sais que j'en ai parlé aussi, dans ma formation, mais il y a des ETF, en termes de statistiques, je sais qu'en période d'inflation, ils résistent mieux. Alors, en fait, c'est très difficile et c'est très biaisé en ce moment parce qu'en fait, il y a pas juste de l'inflation. Il y a inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a la hausse des taux d'intérêt. Bon, la hausse des taux d'intérêt, c'est dû à l'inflation, mais il y a plein de trucs et donc du coup, ça se noie un peu tout ça. Et je sais que, je ne sais pas si tu avais vu ces statistiques, mais les rates ont tendance à surperformer un petit peu le S&P 500 par rapport, lors des périodes d'inflation. J'ai pas le graphique sur moi, mais je le mettrai à l'écran. Au pire, comme ça, les autres le verront. Mais t'en as déjà entendu parler, toi, de ça? Je sais pas, tu vois, si tu as des thématiques qui permettent justement d'équilibrer, de pondérer en fonction de certains moments douloureux. Par exemple, je sais qu'il y a des ETF qui sont, tu sais, plutôt axés sur l'énergie, et cetera.
On sait que là, quand on va sur Just ETF, qui est un outil moi je trouve ça super, qui permet de voir justement la performance des Ouais. thématiques des différents ETF. Et quand on va sur Just ETF, on voit que le secteur de l'énergie, on voit qu'il a explosé. De toute façon, on le voit sur l'ensemble. Ça se sent même sur moi, mes actions individuelles que je possède, que ce soit sur les actions pétrolières, même voilà, que ce soit ExxonMobil, Chevron, même Total Energy, ça a complètement explosé. Et quand on voit certains ETF, ça explose, ça explose vraiment à la hausse. Et est-ce que toi, par rapport aux thématiques que j'ai soulignées, est-ce que tu en as, toi, là, en ce moment, des ETF qui perdent un peu moins que d'autres, qui sont un peu plus solides que d'autres? Ouais. Alors juste, je regardais les rates là, tu vois, depuis le début de l'année, ils font moins bien que, enfin, le Ils ont. MSCI World Rates fait moins bien Mmh. que le MSCI World tout court. Mmh. Donc a priori, après ça peut se comprendre parce que bon, on a un marché de l'immobilier américain là Mmh. qui est en plein stress aussi, hein. Mais Ouais. bref, là actuellement ça a été l'énergie effectivement. Nous, c'est pas la philosophie en fait d'aller enfin d'aller Vas-y. chercher des ETF thématiques en fait Mmh. qui vont faire qu'on va surpondérer en fait une thématique. Parce que quand on a un portefeuille qui est bien diversifié, on a en fait déjà Mmh. de l'énergie, on a déjà des rates, on a déjà des choses comme ça. Et se positionner sur une thématique, a posteriori, on se dit ah ben oui, c'était simple en fait, il fallait se positionner sur l'énergie. Mmh. Quand on le fait en pratique, c'est très 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 compliqué Mmh. d'anticiper les choses Ouais. et c'est pas donné à tout le monde et il vaut mieux éviter Mmh. pour le commun des mortels, disons. Il vaut mieux éviter, il vaut mieux rester humble et se dire bon, Mmh. moi je sais pas qu'est-ce qui va surperformer, je diversifie et au moins ben, je sais que j'aurai de très bonnes performances à long terme et c'est ça qui nous Oui. importe en fait. C'est pas d'aller chercher un plus 10 sur du court terme, on s'en fout. Nous, c'est Mmh. faire grossir notre patrimoine sur le long terme avec les intérêts composés. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de. Enfin, moi, je me positionne pas vraiment sur des thèmes comme ça, sur des Ouais. thématiques, sur les ETF thématiques. C'est pas, Mmh. ça fait pas partie de ma philosophie d'investissement. Mmh. Ce qu'on peut aller chercher un petit peu, moi, j'ai un petit peu d'or, par exemple. L'or aujourd'hui a pas couvert, a pas hedgé vraiment un investisseur. Par contre, a quand même surperformé en Mmh. performance relative les actions. Donc là, ça vaut peut-être le coup à un moment donné de se dire ben, j'avais de l'or justement, c'est un petit peu une forme d'assurance. Est-ce que je vendrais pas à un moment donné mon or pour acheter des actions qui ont plus baissé que mon or? Et donc, ça permet d'acheter enfin, de profiter donc de cette performance relative. Tu as un ETF qui traque l'or, non? Ouais. Ouais, mais par contre cet ETF-là n'est pas disponible sur PEA, je crois. C'est ça? Non. Non? Tu l'as sur ton assurance vie? Sur compte titre. Sur compte titre, tu l'as. Donc voilà, il y Mm. a, tu sais comment il s'appelle pour les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui veulent Ouais, investir dans l'or? il y en a plusieurs, hein. Il y a Mmh. iShares Physical Gold, Amundi Physical Gold, Invesco Physical Gold. Et Mmh. Physical, c'est très important, en tout cas pour moi, parce que Mmh. derrière, quand tu investis dans un ETF Physical Gold, Mmh. ça veut dire que pour chaque euro investi, ils vont acheter 1 euro d'or qu'ils vont garder, un euro physique, hein, enfin vraiment de l'or, qu'ils vont D'accord. garder dans des coffres forts chez eux qui vont sécuriser. Et c'est pas juste de la dette en mode ouais, t'inquiète pas, ça suit le cours de l'or, t'inquiète pas. Non, c'est vraiment, t'as derrière. Après, bon, les plus catastrophistes, ils diront non, mais ça sert à rien tes ETF. Moi, j'achète de l'or vraiment chez moi. Comme ça, le jour où il y a vraiment une Ouais, catastrophe, j'ai mon or. ouais. Ça, c'est une autre philosophie. Moi, Ils peuvent. je suis pas Mmh. assez dans cet extrême, donc. Mais Bah, je tu pas de comprends hein, les lingots gens qui d'or font ça. tu pas de lingots d'or, sous ton matelas, Mathieu? Je pensais moi. J'ai pas de lingot d'or, franchement, j'ai pas Non, mais en ça. tout cas, c'est super intéressant, tu vois, ce que tu viens de dire. Je savais pas. En gros, pour 1 euro investi, tu as 1 euro d'or vraiment de déposé. Où est-ce que c'est déposé? C'est dans le fonds d'investissement de iShares, par exemple, c'est ça? Ouais, alors par exemple, iShares, il me semble, hein, c'est, ben, ils disent pas hein, exactement où c'est. Oui, ouais. Quoique. Enfin, en tout cas, ils te disent c'est sécurisé par un tel. Alors, je sais plus le nom de la boîte. Et derrière, ils ont des coffres forts avec des assurances aussi. Donc, Mmh. je veux dire, c'est plus sécurisé. C'est bien plus sécurisé que Bah, chez oui, toi, en tout cas, hein. c'est Parce ça, que ouais. chez nous, on peut se faire cambrioler. Tu peux être Mmh. assuré aussi, hein, en soi. Mais bon, tu peux être facilement cambriolé, j'ai envie de dire. Bien Mmh. plus qu'une banque ultra sécurisée qui a pour but justement de mettre vraiment enfin,
mettre, enfin, de faire tout pour la sécurité et en Mmh. plus de s'assurer dessus. Donc, s'il y a un problème, bon, bref, on est vraiment à l'abri sur ça. Par contre, effectivement, le jour où il y a une catastrophe financière mondiale, bah, là, ton ETF, il vaudra peut-être plus rien, effectivement, et tu n'auras pas l'or. Mais en même temps, s'il y a vraiment une catastrophe, personne ne te rachètera ton or non plus. Hein. Ouais, je pense Mais qu'on bon, c'est risque un d'être autre tous dans la débat. merde. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le C'est un autre monde. débat. Ça, c'est le cataclysme. Ça, ouais, non. On va pas aller dans cette vision-là. On est plutôt optimiste. Ouais, D'accord. il faut être optimiste pour être un Mmh. investisseur. Et justement, Sinon, ouais. ouais, et tu parlais d'investir, tu vois, régulièrement la même somme, tu vois, pour éviter parce que je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui attendent toujours, qui se disent, «Ah, ça va encore baisser, je vais encore attendre». Qu'est-ce que tu fais, toi, pour, justement contrer un petit peu, cette façon de penser, ce mindset? Parce que je sais qu'il y a certains qui se disent, donc je reçois souvent des messages, moi, sur Instagram, des gens qui me disent, «Sony, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour investir ou est-ce qu'il faut attendre?» Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, quoi. Tu vois, c'est aujourd'hui. Je pense que je l'ai Ouais, mal c'est dit ça. ma phrase, mais tu m'as compris. Ouais, c'est le meilleur moment, c'était il y a 20 ans, et le deuxième C'était à meilleur 20 moment, ans. c'est aujourd'hui. C'est le deuxième meilleur moment. Enfin bref, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Comment est-ce que tu agis? Par exemple, tu aurais une somme là de 10 000 euros. Qu'est-ce que tu ferais avec si tu venais à débuter? Tu as 18 ans, tu viens d'avoir 10 000 euros. Qu'est-ce que tu ferais? Mmh. Yes. Ouais, ben alors 10 000 euros. Alors, si mon but, c'est d'investir ces 10 000 euros, hein, Mmh. comment je les investis? Ben, j'y vais progressivement. Alors, surtout quand tu es débutant, alors surtout pas mettre 10 000 euros d'un coup parce que c'est Mmh. probable, on sait pas, mais c'est probable que ça se pète la figure de 10%, Mmh. 20%. Et tu as mis 10 000 euros, ben là, t'es pas bien, tu dors plus, tu les Heu, retires et ouais. t'as perdu de l'argent. Mmh. La bourse, c'est vraiment, tu gagnes de l'argent sur le long terme. C'est-à-dire, Mmh. la statistique, c'est si tu places sur quelques jours, tu as une chance sur deux à peu près de perdre de l'argent, une chance sur deux d'en gagner. Tu Mmh. places sur un an, voilà, tu as 70% de gagner, 30% de perdre. 5 ans, ça diminue, 10 ans, 20 ans, tu as 0% de perdre historiquement sur la S&P 500. Tu as Je mettrai le 0% graphique. de... Ouais, tu pourras le mettre sur Mmh. la graphique, il est super. Mmh. Tu as Mmh. 0% de probabilité de perdre de l'argent en ayant investi sur la S&P 500, peu importe le moment. C'est-à-dire, tu investis au pire moment, tu es tout Mmh. en haut, tu es la veille de la pire crise financière, que tu n'auras pas perdu d'argent sur 20 ans si tu tiens 20 ans. Mmh. Maintenant, les gens ils vont se dire, ah ouais, mais en 20 ans, j'aurais pas perdu, mais j'aurais pas gagné non plus. Effectivement, mais le but, c'est pas justement d'investir une seule fois comme ça. Le but, c'est d'investir, hop, de manière saccadée. Et du coup, au lieu d'investir une seule fois au pire moment, ben, c'est pas ce que tu vas faire. C'est que tu vas investir peut-être au pire moment, peut-être la première fois, mais après, tu vas investir plein de fois quand c'est tout en bas. Et en fait, tu auras gagné beaucoup d'argent sur 20 ans, en fait. Ouais, c'est Et, ça. ouais, et c'est ça, du coup, qu'il faut faire. Donc, si j'ai 10 000 euros, ben, je vais investir progressivement. En plus de ça, c'est bien parce qu'au début, on fait toujours un petit peu des erreurs, on ne sait pas trop. Donc, faut y aller mollo au début, c'est très important. Ouais. Mmh. Mmh, mmh mh. Ouais, parce que justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. C'est, du coup, il y a différentes stratégies d'entrée, en fait. C'est plus toi, on opte plus, du coup, nous, sur la méthode DCA, qui est du dollar cost average, ou alors la méthode, lump sum. C'est-à-dire lump sum, c'est mettre une grosse somme d'un coup et laisser traîner. Bah, il faut sur une méthode DCA, ce qui peut être sympa, c'est qu'on ne sait jamais si on est à l'aube, en fin de compte, d'un signe noir qu'on appelle, c'est-à-dire un krach boursier qui survient du jour au lendemain. Voilà, on met ses 10 000 euros, comme dit Mathieu, on perd 30%. On a peur et en fait, on retire nos 10 000 euros, mais avec moins 30%, bah, on perd 3 000 euros. Donc, la méthode DCA permet de rentrer, de découper ces 10 000 euros en plusieurs parts, c'est-à-dire, voilà, sur 10 000 euros, je découpe, pourquoi pas, j'entre à 500 euros chaque mois. Voilà, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Et ça me permet de profiter des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, qui va permettre de moyenner le prix d'entrée, donc le prix de revient unitaire, notre PRU, qui permet de lisser au cas où, voilà, si on a investi par exemple le mois de janvier, là, voilà, je sais pas, on est au mois d'octobre, dans début novembre, ça chute, bah, on peut investir un peu plus bas, ça chute encore, on investit plus bas, peut-être que ça repartira 1 an, 2 ans après, et puis on peut continuer à investir petit à petit. Donc ce qui permet de lisser son prix de revient. Donc moi, je te suis carrément, Mathieu, là-dessus. Carrément. Top. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu lump sum ou tu DCA? On dirait une phrase d'accroche. T'es en train de me draguer là, Sony, c'est ça? Un petit peu. Tu lump sum ou tu DCA? Moi, je descends en forme. Ah, je Non, DCA ouais. aussi.
Non, je préfère. Et du coup, en parlant de drague, si tu devais me proposer oh, c'est cadeau. Si tu devais me proposer 3 ETF, allez, vends-moi du rêve. Les 3 meilleurs ETF que tu Ah, garderais à vie. Tes 3 3 ETF à plus vie. beaux. Ouais, les 3 plus beaux. Moi, je les ai déjà, mais je préfère que tu me dises, toi, pour pas qu'il y ait de biais. Je sais que je Ah t'influence ouais. beaucoup. Bah, moi, je dirais un bon ETF MSCI World Mmh. sur PEA, un bon ETF MSCI Emerging Markets sur PEA aussi. Mmh. Et après, donc c'est que de l'action, hein. On reste Mmh. uniquement sur les actions. Ah ouais, non, collection. Ah ouais, allez. Et après, un bon ETF, ouais, un bon ETF Smart Beta sur compte titre. Smart Beta, ça va chercher une stratégie d'investissement, genre style value par exemple. D'accord. Value, donc on va chercher des entreprises qui ont une décote. D'accord. Smart bêta, ça prend pas du tout par rapport à l'indicateur, bêta? Par rapport, tu sais, à l'écart, C'est ouais, je vois ce tu que sais tu veux quand dire. l'indice quand une ind quand Mmh. quand quand l'indice baisse par rapport à la volatilité, par rapport à l'action, Mmh. comment est-ce qu'elle réagit? Non, c'est pas par rapport à ça du tout? Si, 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 c'est c'est en fait ça? historiquement on avait un Mmh. moi je vais pas faire un cours d'histoire, mais il y avait le CAPM, en gros c'était un Capital Asset Pricing Model, ça permettait de dire pourquoi une action a de la performance et ceux qui ont inventé le CAPM disaient que c'était, justement en fonction de ce bêta. Et après il y a D'accord. d'autres gens qui sont arrivés, ils ont dit: «Non, non, non, c'est pas forcément en fonction de ce bêta» et c'est là où on a eu le smart bêta et D'accord. donc c'est en fonction de d'autres facteurs en fait. Qui Mmh. ils ont trouvé d'autres facteurs. Ah, je pensais que tu allais mettre le S&P 500 dedans, tu vois? Non, du coup, il sort. Ouais, mais si on en met que 3, si on met le S&P, tu Ah. vois, il m'en faudrait un peu Bah, plus. c'est vrai que comparer le c'est vrai que j'hésite beaucoup à chaque fois, moi, entre parce que prendre le MSCI World et le S&P 500, c'est un peu refaire du redit, non, un petit peu ou pas du tout? Oui, Parce que oui, prendre si je crois si j'avais mis que, le S&P, ouais, j'aurais pas mis le World, c'est mais ça. j'aurais mis d'autres ETF. Après, j'aurais mis aussi de l'Europe, Mmh. du coup, aussi les emerging markets. Mmh. Peut-être qu'il aurait manqué le Japon, tu vois? Mmh. Donc, c'est comme j'ai été limité à 3, je préférais partir sur un World plus complet que Ouais. après segmenter avec du S&P, quoi. Mmh mh. Non, en termes de diversification, je pense que le World, il y a pas photo, je pense que c'est l'un des plus, puissants. Ouais. Et j'aimerais maintenant aller donc sur ma dernière question, Mathieu, un peu philosophique. Alors, certains vont reconnaître, mais c'est quoi toi, ton séquoia? Alors, c'est-à-dire quand je dis séquoia, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelle est ta pensée d'investissement, ton leitmotiv, ton indo, si je puis dire, de l'investissement, tes pensées, voilà. Qu'est-ce qui te donne envie d'investir et qu'est-ce qui te continue, voilà, à te pousser à investir? Ah OK, donc le pourquoi derrière tout ça, c'est ça, hein? Le pourquoi derrière tout ça, ouais. La Le vrai. finalité de tout ça. Moi, Ouais, mon mantra, mon c'est séquoia, je ça, sais pas, ouais, tout ça, exactement. c'est le mot liberté, tu vois. Mmh. Donc, liberté, ça veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire indépendance, ça veut dire choix de vie, ça veut dire plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai investi. En fait, c'est parce que je m'achète de la liberté, en fait. Je m'achète de la Mmh. liberté parce que déjà, quand tu investis, enfin, moi, ma manière d'investir, c'est très, très passif. J'y passe 5, 10 minutes par mois max. Donc, ça enfreint pas ça Mmh. prend pas de ma liberté. Et par contre, justement, ça va m'en donner et ça m'en donne parce qu'en gros, bah voilà, on le sait, mais l'argent aujourd'hui, ça te permet d'acheter des choses, ça te permet d'acheter du temps. Et le temps, c'est pour moi aussi une forme de liberté. Ça Mmh. te permet, voilà, d'acheter plein de choses comme ça. Pas du tout dans le superficiel. Je vais pas m'acheter. Moi, je reste sur ma Dacia Sandero, par exemple, qui marche très bien. Mais par contre, voilà, moi, ce qui me manque, enfin, ce que je veux, ce que je suis en quête, c'est liberté, temps, euh, amis, famille, tu vois, tout ça, quoi. Les choses simples de la vie, balader mon chien. C'est ça que ça achète, en fait. C'est pour ça, Mmh. moi, que j'investis, tu vois. C'est pour aussi pas se reposer sur l'État, être beaucoup plus serein aussi, tu vois. Une forme de liberté encore, parce que
Il n'y a pas des choses qui viennent se mettre dans ma tête alors que j'ai pas envie, tu vois. Donc je suis libre un peu de penser tout ce que j'ai envie et je suis Mmh. serein parce que je sais que derrière j'ai des choses solides en place pour mes investissements. J'ai pas à me reposer sur une promesse de retraite plus tard ou autre. Mmh. Donc voilà, c'est pour tout ça. Je suis allé trop loin peut-être, excuse-moi. Non, 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 mais c'est vrai que c'est très intéressant d'aller sur le mot liberté, parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup aussi, de tout ça et c'est vrai que la bourse est un formidable moteur pour ça, je trouve personnellement. Quand on va sur d'autres types d'investissements et c'est pour ça que je sais pas si tu as investi dans l'immobilier toi, mais c'est vrai que moi l'immobilier physique, tu vois, plutôt physique, ça me fait un peu peur parce que bon, certes, on peut déléguer et cetera, mais c'est vrai que ça empiète un petit peu sur notre au début peut-être, parce qu'après on peut déléguer, on peut faire tout ça, mais ça prend beaucoup de temps au début. Donc si on a des Ah sociétés, si ouais. on a tout ça, ça peut bouffer un peu de notre liberté, de notre temps libre. Mais c'est vrai que la bourse permet ça, les ETF permettent de faire fructifier un petit capital, voilà, pour ceux qui débutent, qui veulent pas se prendre la tête, c'est juste incroyable et c'est très simple à mettre en place. En plus, pas besoin d'aller chez une banque traditionnelle ou voilà, une banque traditionnelle qui pompe des frais en plus. Là, on a vraiment, je pense que avec Mathieu, si on suit la chaîne de Mathieu, si on suit sur son site, sur ses formations, ou moi, ce que je proposais aussi sur Instagram et sur mon site sequoia.com, on propose plein de choses. Et en se formant, on peut vraiment atteindre, comme on dit, cette liberté financière en investissant tôt, en faisant les bonnes choses et en faisant les choses correctement. En tout cas, Mathieu, bah, je tenais à te remercier. On arrive au bout de cette interview. Un grand merci à toi de m'avoir accordé ton temps. Un grand merci pour tes paroles qui ont, j'espère, éveillé la conscience de beaucoup de personnes sur les ETF. Mais c'est vrai que c'est formidable. Combiner tout ça, c'est extra. Et voilà. Bon, Mathieu, je te dis à très bientôt, je l'espère, et on se revoit un de ces quatre. Ben, merci beaucoup à toi, Sony. C'était Pas de super quoi. intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé notre discussion. J'espère que les gens aimeront aussi. Franchement, allez, soutenez la chaîne de Sony, quoi. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Il a pas dit Sony, mais Ah oui, faites-le, c'est pouce c'est bleu. bien pour lui. Donc c'est Voilà. super en vrai ton travail. Donc merci de m'avoir invité. Merci Mathieu. Pouce bleu, on n'oublie pas et à très Pouce bientôt. bleu. Salut. Salut.